Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov est en face-à-face avec Jean-François Kahn, qui est un célèbre journaliste qui a 60 ans de journalisme derrière lui, qui est aussi notamment fondateur de l'événement de jeudi et de Marianne, évidemment. Jean-François Kahn, je peux le dire, on était en tout cas quelques années dans les tranchées ensemble, non pas en 14-18 vraiment, un peu plus tard à l'Express, et on a ferraillé beaucoup, mais Jean-François Kahn, c'est des passionnantes mémoires d'outre-vie, oui. Vous n'avez pas voulu vous confondre avec Chateaubriand, donc c'est pas mémoire d'outre-tombe, c'est mémoire d'outre-vie, mais ces vies ont été nombreuses, ces vies ont été passionnantes, et c'est vrai que ce qui est vrai, c'est le premier tome, il y en aura un autre, mais je le recommande vraiment parce que non seulement il parle de son enfance, de son adolescence, Jean-François Kahn, et puis il parle de tous les événements. C'est vraiment c'est la gare des Michards d'aujourd'hui, quoi. Fin du XXe siècle, XXIe siècle. Tout, l'Algérie, la Chine, Ben Barka, la décolonisation, le tiers-monde, etc., etc. C'est-à-dire qu'il a voyagé, il est allé partout, et il le raconte. Et il le raconte évidemment en journaliste et en écrivain. Et c'est vrai que c'est passionnant parce que c'est bourré d'anecdotes. Mais alors, Jean-François Kahn, je voudrais d'abord vous dire... Et puis surtout, c'est devenu d'actualité parce que j'ai couvert 10 coups d'État militaires. Pas mal, pas mal. Comme ça, vous savez de quoi on parle quand on parle de ça, quoi. Oui, mais là, il n'y aura pas de coup d'État militaire, je crois pas. Mais enfin bon. Mais dites-moi, en fait, alors, je voudrais commencer par ça. Vous avez écrit ce livre. Est-ce que vous avez tout recompulsé, ou vous avez les papiers, etc. Parce que votre mémoire est très sélective. Vous dites souvent... Moi, je ne me rappelle pas des discours, mais je me rappelle d'une image. Je me rappelle de telle ou telle image. Racontez-nous, pourquoi quelles images vous voyez de certaines choses, parce que c'est dans votre livre, et je parle, par exemple, du drapeau rouge sur une girafe. Ah bah oui. C'est quoi ça? Racontez. C'était en mai 68. J'avais été blessé rue Gay-Lussac, la journée des barricades. Les barricades, ouais. Et là, je suis blessé, il y a une grenade qui m'ouvre le pied. Donc on va me recoudre à l'hôpital. Je m'en souviens parce qu'il y avait tellement de blessés qu'on m'a pas endormi. Enfin, il n'y a pas eu d'anesthésie. Et 2 jours après, la direction de l'Express, j'étais à l'Express, considérait que c'était fini. Parce que Pompidou était revenu, c'était fini, tu parles. Comme c'était fini. Et donc, il me demande d'envoyer à Prague. Donc, je vais à Prague, à Cloche-Pied, quand même, pour couvrir les événements de Prague. Je parle d'une révolution à l'autre. Dans une, il brandissait le drapeau rouge. Dans l'autre, il brûlait les drapeaux rouges. C'était un peu différent. Contre le communisme, évidemment. Et là, il y a eu la grève générale. Donc, quand je suis revenu, il n'y avait plus d'avion, il n'y avait rien, donc je prends un avion pour Bruxelles, et de Bruxelles, je prends un car. Et le car, maman passe devant un parc zoologique, et là, je vois quoi? Une girafe avec un drapeau rouge attaché à son cou. Et c'est vrai que cette image, pour moi, symbolise mai 68. Mais vous dites très souvent ça que... Alors, qu'est-ce qui fait cette mémoire sélective? Vous vous rappelez d'une image, ou d'un son, ou d'un mot, ou d'une réplique, plutôt que d'un discours, etc. D'abord, moi, je vais vous demander, franchement, très franchement, quand quelqu'un vous tient un propos long, un discours avec une argumentation, vous vous en souvenez? Pas vraiment, non. Moi, pas ceux vraiment, qui prétendent, qui écrivent, qui rendent compte de ça, à mon avis, ils racontent des blagues. On se souvient pas, c'est pas vrai. Enfin, je n'arrive pas à y croire. Sauf les hypermnésiques. Alors moi, je vais vous raconter l'histoire parce qu'elle est quand même extraordinaire. Il se trouve que j'ai dû accompagner, on m'a demandé d'accompagner Hassan II, tout jeune roi du Maroc, pour visiter le Louvre. Alors le Louvre avait été complètement vidé. Je rentre. Il y avait un trône pour Hassan II, puis 4 fauteuils autour, dont un pour moi. Donc je m'assois. J'étais journaliste déjà. J'étais journaliste à un journal qui s'appelait Paris Presse. Paris Presse, c'est ça. Et je m'assois. Et à ce moment-là, écoutez bien, c'est pas nous qui visitons le Louvre, c'est le Louvre qui nous visite. C'est-à-dire qu'ils avaient mis les tableaux sur des roulettes et ils roulaient les principaux tableaux devant nous. Il faut avoir vécu ça. Pas mal. Un musée qui défile devant vous. Et qui commentait? Malraux. Malraux lui-même. Il était là, c'est lui qui commentait les tableaux qui défilaient devant nous, vous imaginez? Pas mal, oui. Vous vous rendez compte que dans ses mémoires,
je pourrais faire semblant d'avoir retenu les propos de Malraux sur la peinture, sur Tintoret, sur Velasquez. Mais la vérité, c'est que je me souviens pas un mot de ce que dit Malraux. Donc j'ai pas triché. Voilà. En revanche, je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui la tête d'Hassan II quand il a compris que Malraux n'avait pas sélectionné la Joconde. Ah oui, vous En fait, il y a que ça qui l'intéressait. Il était très déçu, quoi. Ah bah oui, il connaissait que ce tableau-là, et donc il n'y avait pas la Joconde. Donc, et vous savez, vous qui connaissez bien les problèmes, entre autres, du Proche-Orient et tout, une phrase, quelquefois, par exemple, pendant Septembre Noir, j'étais en Jordanie. Et à un moment... Je rappelle, Septembre Noir, c'est quand Hussein s'est débarrassé des Palestiniens, a massacré les Palestiniens. Hussein de Jordanie, bien sûr. Voilà. Oui. Donc j'ai assisté à une bataille, j'étais au milieu de la bataille, j'ai rien compris, je ne savais même pas qui avait gagné, parce que là, il y a aussi, il faut dire les choses, c'est pas parce qu'on y est que... C'est Fabrice Del Dongo à Waterloo. Voilà, c'est ça, absolument. Et après, je rencontre, on est arrêté par un commando palestinien. Et la voiture où j'étais, on avait un fusil, on avait emmené un fusil, parce que c'était quand même très dangereux. Il se trouve qu'il y avait un silencieux. Le fusil était actionné sur un silencieux. Alors, les Palestiniens, disent, mais c'est quoi ça, ce truc au bout du fusil ? Alors, je dis, c'est un silencieux. C'est quoi un silencieux? Ah, c'est pour pas faire de bruit quand on tire. L'ennemi me regardait étonné. Donc, il prend avec ses copains, ils vont voir, il tire, ça fait pas de bruit. Il revient et il nous dit, mais à quoi ça sert de tirer si ça fait pas de bruit? Et moi, je vais vous dire, tout le problème palestinien est là-dedans. Et un deuxième exemple, pour en prendre beaucoup, je participe à une manifestation de péronistes en Algérie. Enfin, je couvre sur le populisme. Qu'est-ce que les péronistes en Argentine? En Argentine, oui, en Argentine, donc, oui. des péronistes qui manifestent. Le général Perón, c'était vraiment le populiste. Donc. Et il scandait des slogans. Il y en a un, j'ai cru pas entendre, j'ai demandé qu'on me répète. Si vous savez espagnol, c'est las bolas del général son tesoro national. Les couilles du général sont un trésor national. Et tout le populisme était là, en fait. Voilà, on va parler du populisme et des coups d'État avec Jean-François Kahn après les informations. Et on va en parler longuement. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, et pas seulement moi, Jean-François Kahn qui en a connu dans tous ses états. Mémoire d'outre-vie, le tome 1 bien sûr. Hein. Il va en faire 3, moi je sais qu'il ne va pas en faire que 2, il va en faire 3, c'est clair. Et je vais vous dire, ce livre, je l'aime beaucoup aussi parce qu'il est plein d'humour. Je vous ai cité 2 citations, vraiment, vous allez voir. D'abord, pourquoi c'est un spécialiste des manifs, Jean-François Kahn. Et pourquoi il est toujours spécialiste des manifs? Parce qu'il habite Place de la République. Une manif par jour, 3 ou 4 le week-end. Il y en a une seule que je suis certain de ne pas oublier, une manif revendicative de sourds-muets, à la fois très colérique et totalement silencieuse. Ça, c'est quand même, c'est vrai que c'est un grand moment de l'histoire humaine. Et alors, comment il a eu la conscience politique, Jean-François Kahn? Vous croyez que quoi, c'est les études marxistes? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il entendait des manifestants scander en chœur « Des soviets partout, des soviets partout ». Et qu'est-ce qu'il a entendu? Il a compris, Jean-François Kahn, des serviettes partout, des serviettes partout. Et il trouvait que la revendication consistant à mettre des torchons et des serviettes à la disposition de tout le monde, éminemment raisonnable. Voilà comment l'égalité vient aux jeunes gens. Et enfin, féministe avant la lettre, absolument. Il dit des référendums, quand on parlait des référendums, on en parlait beaucoup, hein, l'époque début de Gaulle et compagnie. Et il dit, je retins surtout, dit Jean-François Kahn, la réponse faite à ma mère par une dame à qui elle avait demandé si elle allait voter, les femmes ayant obtenu ce droit. Ah non, c'est un référendum, ce n'est pas un référent femme. Voilà comme on est féministe avant la lettre. Mais Jean-François, je voudrais qu'on parle un peu aussi de qu'est-ce qui vous a laissé, parce que Dieu sait si vous avez fait des voyages, vous avez fait des tours du monde, etc. Mais vous vous êtes plongé effectivement dans beaucoup d'événements en tant que journaliste, en tant que reporter, etc. Et au-delà de la mémoire, qu'est-ce que vous avez dégagé parce que les guerres, les violences, les morts, etc. C'est là où vous avez dégagé une espèce d'aversion assez forte que vous avez toujours eu et théorisé et parlé sur le fanatisme, sur le côté œillère, le côté monocolore. Et vous êtes vraiment pas ça. Oui, ça a joué beaucoup. Par exemple, tout à l'heure, je faisais allusion que j'avais vécu 9 ou 10 coups d'État militaires. Oui. Bon.
Il y en avait 2 qui étaient de gauche, parce que ça existe aussi. Bien sûr. Les coups d'État militaires de gauche. J'ai pris conscience là, mais toujours partout, systématiquement, à quel point l'activisme totalement fou d'une certaine extrême gauche faisait le jeu, en vérité, des coups d'État militaires. Comment il y avait une espèce de dialectique des deux. Par exemple, vous avez un exemple en tête le Chili était un exemple, l'Argentine, le Brésil. C'est-à-dire qu'il y avait un activisme fou de l'extrême gauche qui a engendré une réaction. Oui, il y avait un activiste d'extrême gauche qui manifestait sans arrêt la violence, qui soutenait des guérillas pour un oui ou pour un non, qui n'avaient aucune chance par une espèce de folie, de romantisme mal tourné, enfin très bien. Et ça justifiait, évidemment, ça a beaucoup justifié. D'ailleurs, puisque je vous parle de coup d'État, je vais vous raconter pour vous faire marrer à seconde, parce qu'il y en a eu en France aussi. Donc j'ai vécu le coup d'État, enfin le putsch de 61 en France. Vous savez, le putsch des généraux. Le putsch des généraux d'Alger, oui. Et alors les généraux Félon. Les généraux Félon. Et là, il faut que je vous raconte, parce que j'habitais Porte Saint-Cloud. Je sors de chez moi le matin, parce que j'étais de matin ce jour-là, et je vois un type qui marchait au pas cadencé, et qui fredonnait, tiens, voilà du boudin, voilà du boudin. Je trouvais ça bizarre que quelqu'un... enfin bref. Vous ne connaissez pas du tout la chanson, rien. Enfin, si, je savais que c'était la Légion étrangère, mais justement, pourquoi ce type, il fredonne le chant de la Légion étrangère? Je vais au journal qui se trouve au centre de Paris, et là je tombe de nouveau sur un mec qui marche au pas, en fredonnant, tiens, voilà du boudin. Là, je dis, c'est quand même étrange. Je ne comprends pas ce qui se passe. Bon, j'arrive au journal et on me dit, il y a une putsch militaire en Algérie. Très bien. À ce moment-là, il y a un mec, il s'occupait de la publicité dans le journal. C'était vraiment le truc. C'était un gaulliste pur et dur. Ouais. Et il vient nous voir, moi, un jeune. Je savais qu'on était républicains, parce qu'ils n'étaient pas tous républicains dans le journal. Il y avait tout étonnant. Il y avait même des mecs qui avaient été miliciens pendant la guerre. Hein, et d'autres qui sortaient de camps de concentration. C'était quand même un monde extraordinaire. Coexistence. Et il me dit, voilà, j'ai trouvé un moyen. Je peux trouver une mitrailleuse. Et vous allez nous aider. Si les parachutistes arrivent, on la met sur le toit du siège du journal. C'était le Paris Presse encore. Oui. Ouais. Et avec la mitrailleuse, on va arrêter les vagues de parachutistes. Nous, on n'a pas osé lui dire, d'accord, vous marchez avec moi. Nous, on n'a pas osé lui dire qu'on trouvait ça quand même assez fallacieux. Enfin, on voulait quand même pas le décourager, le pauvre. Enfin bref, heureusement, ça s'est pas passé comme ça. Mais à ce moment-là, on m'envoie, on me dit, il y a Malraux qui recrute, qui mobilise des brigades de résistance républicaine contre le putsch. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Il n'y a pas que Malraux avait... Et alors, ça se passe au ministère... Alors, je ne sais pas si c'était le ministère de la Culture ou de l'Intérieur, je ne me souviens pas. Ça devait être la Culture, il était déjà ministre de la Culture. Oui, mais peut-être qu'il avait été à l'Intérieur. Enfin, je me précipite. Là, et en effet, il y avait des mecs qui arrivaient, on leur distribuait des pâtes au gaz, voilà, c'est bon. Mobilisation générale. Je me souviendrai également toujours de cette scène. Il y avait un intellectuel de gauche, gaulliste de gauche très connu à l'époque. Il était venu pour s'enrôler, mais avec ses deux caniches sous le bras. Je peux vous dire que ça, vous n'oubliez pas. Il les a revêtus d'uniforme militaire. C'est étonnant. C'est vrai qu'il y a eu des moments incroyables. Mais une chose dont vous parlez aussi, Jean-François, vous parlez bien. Vous dites, moi, je suis patriote et voilà, parce que ça se fait pas en ce moment, ou même depuis longtemps. Patriote, drapeau français, tout ça. Vous dites pas du tout. Moi, je suis patriote. Je suis resté. Et c'est important pour vous. Ah oui, moi, j'ai toujours été tripalement patriote. On s'est moqué beaucoup de moi, là-dessus. Beaucoup de gens se moquent de moi, surtout à une époque où c'était très mal vu. Mais c'est vraiment tripal. C'est quelque chose, je vibre à la Marseillaise. J'ai vibré à l'Aiglon d'Edmond-Rostand. J'ai quelque chose au Soldat de l'an 2. C'est toujours quelque chose qui vous... En plus, j'ai eu la guerre, les fractures de la guerre, 40, quand même, très important. En plus, elles ont été à l'intérieur de ma propre famille. Oui, parce que vous avez eu on peut dire une grand-mère collabo, et puis une autre partie de la famille qui était juive. Enfin, vous avez... C'est-à-dire que mon père, mon père qui était dans un régiment de chars en 40 avec des Polonais,
Il a tout de suite essayé de rejoindre Londres. Je ne sais pas comment il a su le discours du 18 juin. Il avait écouté, vous savez pas. Non, il n'a pas écouté, ça je suis sûr. Mais il a appris quelques jours après. Et il a essayé de rejoindre Londres. Et son colonel l'a dénoncé. Ils l'ont emmené dans un camp à Argelès. Il y avait un camp pour les républicains slovaques. On l'a enfermé à Argelès, puis il s'est sauvé. Très bien. Mais du côté maternel, j'avais une grand-mère que je ne connais pas. Et pourquoi je ne la connais pas? Parce qu'elle n'a pas voulu me connaître. Ni moi, ni mes frères. Pourquoi? Parce qu'on avait un nom juif. D'accord. Pour vous dire. C'était quand même ces petits enfants. Mais comme ils avaient un nom juif, elle ne voulait pas nous connaître. En fait, elle était juive allemande. Elle était suisse-allemande d'origine. Suisse-allemande, oui. Elle était très engagée à l'extrême droite, dans vraiment le fascisme pur et dur, très raciste. Et elle s'est engagée dans la collaboration. Elle était la maîtresse d'un officier allemand pendant la guerre. En 40, prise de libération de Paris. 44. Oui. 44. En 44. Oui. Les résistants viennent là où elle était. C'était à Ruisse, c'était dans la banlieue parisienne. À mon avis, pour la fusiller. Je veux dire, je crois que c'était au moment où on fusillait sans procès. Oui, ça avait... Mais elle était partie la veille pour suivre son amant officiellement avec l'armée allemande. Et au cours de cette fuite, de cette retraite, elle avait emmené une valise en mettant tous ses bijoux, tout ce qu'elle avait, parce que bon, elle avait une vie d'aventure, elle était très belle, elle avait une vie d'aventurière, etc. Elle avait pas mal d'argent, elle avait mis ça dans sa valise, et son amant la tue d'une balle dans la tête pour lui piquer sa valise. C'est dingue. Et alors là, par un hasard de l'histoire, alors qu'on aurait pu avoir une grand-mère collabo tuée, fusillée par la résistance, on a une grand-mère assassinée par les nazis. Voilà. Et je me souviendrai toujours des gendarmes venant apprendre la nouvelle à ma mère, c'est vers 46. Donc à sa fille. À sa fille. À sa fille. Oui, c'est ça, ouais. Et ils disent, madame, soyez courageuse, vous savez, votre grand-mère, votre mère, elle a eu, elle est morte. Ah bon, quoi? Elle a été assassinée. Et ma mère dit, par qui? Ils disent, par les Allemands. Et ma mère a ce mot, je préfère. C'est magnifique. C'est vrai que quelquefois, il y a des phrases que vous dites et des choses qui disent tout, quoi, qui résument tout. Mais alors, alors, il y a une chose qui m'a frappé, interpellé, c'est intéressant. Ce que vous dites à un moment donné, attends, je vais retrouver le... Oui, pardon, a raison. Mon réalisateur m'appelle au devoir du micro. Vous dites ceci, vous dites renouer avec ses racines. Cette question m'est toujours apparue dérisoire. Où je vais éventuellement, comment j'y vais, m'important beaucoup plus que d'où je viens. N'est-ce pas le détachement possible avec ses racines qui fait la différence de l'homme avec la plante? Mais Marcus Garvey, le grand leader noir africain, vous répondrez qu'un arbre sans racines ne donne ni fruits ni fleurs. Et au fond, vous êtes, quand vous parlez de votre enfance, c'est ça vos racines? Et vous êtes aussi enraciné, Jean-François. J'ai surtout dit ça parce que c'est ma grande différence avec mon frère Axel, qui, lui, est très préoccupé au bon sens du terme par ses racines. Et moi, juive ou autre, etc. Et moi, j'ai toujours été insensible à ça. J'ai toujours été insensible. Pour le coup, un ami, mais profondément plus proche qu'un parent. Si ce parent, voilà, d'où je viens, oui, d'où je viens intellectuellement, d'où je viens culturellement, mais d'où je viens par le sang, c'est quelque chose qui me laisse totalement insensible. Je voudrais revenir alors justement aux pérégrinations politiques et autres. Parmi les gens, on pose toujours ça, mais ça... Honnêtement, vous avez rencontré évidemment énormément de personnalités, de chefs d'État, de politiques et tout ça. Est-ce que vous avez très tôt fait la différence entre un politicien et un homme d'État? Ou pas? Oui, parce qu'il se trouve que toute ma jeunesse, quand je me suis ouvert un peu à la vie publique, c'était sous la 4e République, et c'était cette époque de ces gouvernements où il y avait on dit toujours il y a les crises, il y avait des crises sans arrêt. Oui, il y avait des crises sans arrêt, mais c'était toujours les mêmes. C'était toujours les mêmes qui revenaient. Et donc il y avait les mecs qui s'appelaient André-Marie, Pleven, Pinet. Pinet déjà. Non, Pinet c'était mieux, autre chose. Joseph Léniel. Joseph Léniel. Il avait une tête un peu bovin. Et je me souviens le titre du Canard, quand il est tombé, qui a dit « un beau vidé ». Ça, le Canard. Et c'était pour moi les politiciens typiques. J'ai découvert la politique à travers ces gens
c'était pour moi la caricature des politiciens. Donc évidemment, c'est une différence avec De Gaulle, avec Giscard même, avec Mitterrand, voilà, ou avec d'autres à l'étranger. En plus, j'ai connu des personnages qui n'étaient pas recommandables, parce que c'était pas des démocrates, c'était dans le tiers-monde. Je pense Che Guevara, Nasser, mais c'était des figures, c'est vrai que c'était incroyablement des On va des en figures. parler justement après ceci. À tout de suite. Et puis vous pouvez réagir à 0826 300 300. C'est votre heure pour poser des questions, justement poser des questions à Jean-François Kahn et parcourir avec lui les souvenirs de sa vie qui nous concernent tous, puisque c'est l'histoire de notre monde et de notre histoire. Et puis vous pouvez aussi revenir sur évidemment le vote par l'Assemblée nationale du pass sanitaire. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que cela vous inquiète? On vous attend. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Jean-François Kahn, toujours les mémoires d'autre vie, où il se retourne sidéré, enfin pas si sidéré que ça maintenant. J'étais journaliste, Jean-François, que je voudrais poser une question par rapport à l'actualité et par rapport à ce qu'a dit notre auditeur. Vous, le passeport sanitaire, et vous avez vu les discussions hier, grand débat à l'Assemblée, un peu en forme de... Martine Vonner dit mascarade, disons feuilleton impromptu. Vous en pensez quoi de ce passeport sanitaire, de ce qui se passe en général, de ce qui se passait dans cette époque Covid, avec restrictions, avec ceci, enfin, l'enfermement, tout cela? Non, mais ça, ce qui se passe en général, on n'a pas le temps d'en parler. Non. J'aurais vraiment, surtout, je fais une parenthèse, c'est que je note tout ce que les gens disent, parce que j'entends tellement de bêtises, et que les gens diront « Ah non, je n'ai jamais dit ça », je note tout, parce que je me réserve, quand ça sera fini, de faire un petit opuscule pour rappeler ce que tout le monde a dit. Voilà. Ah oui, c'est bien. Et avec leur Pas identité, leur tellement, signature. parce que c'est la différence. Dieu sait que j'ai fait la critique du système médiatique dans ma vie. J'ai même écrit des livres contre le système médiatique. Mais là, les journalistes se comportent plutôt bien, vraiment dans une situation difficile. Ils se font des enquêtes, ils abordent les problèmes avec Mais alors les intellectuels, excusez-moi, les journalistes là se conduisent infiniment plus intelligemment, avec beaucoup plus de responsabilité que les intellectuels dans les tribunes libres des journaux. Quelque chose de gratiné. Non, pour le passeport. Alors le passeport. Oui, passeport sanitaire. Ça dépend aussi de qu'est-ce que ça permet. Évidemment, si ça permet quelque chose qu'on interdit, s'il n'y a pas... Alors, je comprends très bien la réaction du monsieur sur le côté apartheid. Ceux qui n'ont pas, ceux qui n'ont. D'autant qu'il y a sans arrêt ça dans la vie. De toute façon, un passeport, c'est aussi un apartheid. Il y a une carte d'identité aussi, quand on ne l'a pas, etc. C'est vrai qu'il faut réfléchir. Il y a naturellement tellement de pression qui font qu'il y a une différence, même insensible, qu'il faut faire attention de ne pas en ajouter. Quand je vous donne un seul exemple, j'avais, quand je dirigeais des journaux, là c'était après, en partie l'événement du jeudi, j'avais un collaborateur qui s'appelait Luc Bernard, qui est mort le plus, qui osait tout. Et un jour, on a fait une expérience, on dit, il était habillé, il avait 50 ans, mais il avait l'air d'en avoir 25, il était assez mal habillé, enfin habillé comme un poulpeau, avec une espèce de... Presque clochard un peu. Pas clochard, vous l'avez connu? Oui, je l'ai connu. Ah bon, oui. Vous voyez ce que je veux dire, hein, il payait pas de mine, comme on dit. Voilà, il était habillé il avait une espèce de serviette, enfin bref. Et donc j'ai une idée, je l'envoie au Crillon. L'hôtel Crillon, logé au Crillon. L'hôtel de luxe de la place de la Concorde. Et j'ai dit, loue une suite. Donc il y va, il demande de louer une suite. Évidemment, ils n'ont jamais voulu les louer. Et il dit, mais pourquoi vous ne voulez pas louer? Et les prétextes qu'il prenait, ce qu'il ne pouvait pas lui dire, c'est parce que vous n'avez pas bonne mine, parce que vous n'avez pas la gueule de l'emploi. Les prétextes qu'il prenait pour ne pas le louer une suite étaient intéressants. Ben voilà, c'est une forme. Et on est toujours confronté à ce type d'apartheid. Et c'est un vrai apartheid, il faut faire très attention à ça. Clémence. Oui, on donne la parole à Gérard qui nous appelle de Colombes. Bonjour Gérard. Oui, bonjour Gérard. Oui, bonjour. Écoutez, quand on vous écoute, c'est prodigieux. Hein, vous avez une vie... alors, moi, je dis en conclusion que vous avez vécu dans un château brillant, hein, et que vous avez une vie, c'est un véritable festival. Oui, probable. Est-ce que... Alors, dernière question... Festival de Cannes, bien sûr. Dernière question, est-ce que votre livre va être remboursé par la Sécurité sociale?
J'aimerais bien. Parce que c'est à mon Parce avis... qu'on a tellement l'habitude de s'enrichir en ruinant la sécurité sociale qu'on peut continuer. Ah oui, voilà. Mais moi, chapeau, hein. Chapeau. Voilà. Ah, merci. Merci. Clémence. Merci beaucoup Gérard. On donne la parole à Loïc qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Loïc. Oui, bonjour Loïc. Oui, bonjour à vous trois et à tous vos auditeurs. Merci. Ah, j'ai un peu d'écho. On Donc vous voilà, écoute, on vous écoute. J'ai Ouais. beaucoup d'écho dans le téléphone. Ah ben écoutez, c'est peut-être votre téléphone, nous on vous entend très bien en tout cas. Hein. Bon, parfait. Voilà, je voulais intervenir. C'est mieux par que si vos rapport à- propos n'avaient aucun écho. Oui, c'est vrai. Merci d'ailleurs pour donner la parole au peuple Absolument. d'une manière si simple. Merci beaucoup. Allez-y. Donc voilà, je voulais intervenir par rapport à l'argent facile. Donc sur ce sujet, Oui. j'ai en fait moi-même pratiqué ce type de profession Mhm. à un temps donné. Oui. Attiré en effet par on va dire cet aspect-là. Ben l'argent Et je facile, me oui. suis je me suis vite aperçu qu'en fait c'est de l'argent qui n'est pas du tout facile, qui fait vivre les gens dans un stress permanent, en décalage total avec la société. Mhm. Et je me suis aperçu plus tard, quand j'ai mis fin à cette activité, que je pouvais gagner beaucoup plus d'argent en faisant des choses tout à fait légales et qui me passionnaient complètement. Donc ça, ce message, je voudrais vraiment l'adresser à ceux qui croient que faire ce boulot va être facile pour eux, enfin, ou ceux qui seraient attirés par ce type d'activité, vraiment leur dire que plutôt s'ils font ce qu'ils aiment le plus dans leur vie et qu'ils mettent beaucoup d'efforts dedans, ils gagneront plus d'argent et elle sera beaucoup plus facile parce qu'ils ne seront pas en permanence complètement en décalage de tout et surtout, voilà, comme disait l'intervention précédente, le parcours judiciaire, c'est forcément un moment, ça passe par la case, C'est sûr. Mais vous savez, le problème difficile, c'est que, et heureusement, vous en êtes sortis, hein, vous êtes sortis par le haut, mais beaucoup, comme vous le savez, s'en sortent par le bas. Et malheureusement, la tentation, quand les horizons sont bouchés, quand on n'a pas des perspectives, je ne dis pas ça pour excuser, hein, au contraire, mais c'est de plus en plus difficile. Et voilà pourquoi je pense qu'il ne faut pas, vous savez, l'argent facile, sur le moment, on se dit, ah oui, c'est pas mal, je vais faire ça, et puis voilà, et quelquefois on s'y brûle et les ailes et autre chose. Et ça me paraît extrêmement dangereux. Et je trouve qu'il faut jamais, en tout cas, trouver des excuses là. Il faut essayer de dire les choses. En effet, il n'y a pas d'excuses, mais justement, ce message s'adresse spécialement aux personnes qui pourraient pratiquer ce type d'activité et avant qu'ils s'en sortent par le bas, qui se prennent immédiatement en main et ils vont s'apercevoir qu'ils gagneront plus d'argent parce qu'en France, si on fait un bon travail, c'est récompensé et en plus ils seront fiers d'eux et puis c'est aussi au bout d'un moment on devient parent et évidemment ce ne sont pas des activités d'autres responsabilités, absolument. Jean-François Kahn, vous vouliez réagir à cela? Non mais il a raison, l'argent facile. Alors il y a l'argent facile par la spéculation, ça c'est un problème économique. J'achète quelque chose de millions, je le vends 3 jours après 5 millions, j'ai rien fait d'autre et je touche 2 millions. C'est un vrai problème de fond sur la société capitaliste, disons. Mais l'argent facile, genre la drogue, les affaires, on plonge toujours. Faut pas se raconter de blagues. Regardez Madoff, qui vient de mourir en prison. Madoff, il a fait embrassant du vent. Totalement embrassant devant une fortune énorme. Le schéma de Ponzi qu'on l'appelle. Oui. Il est tombé, il a passé sa vie, il est mort en prison dans des conditions lamentables, etc. Tous les patrons de la drogue de Bolivie, qui étaient devenus des puissants terribles, cartels, ouais. ils sont tous tombés. On tombe toujours. On finit quand c'est naturel. Ceux qui ne tombent pas, ce sont ceux qui jouent légalement des ambiguïtés du système capitaliste. Oui, parce qu'il y a des Madoff, justement, très malins, qui, eux, ne tomberont jamais. Il y a des Madoff, quelquefois, qui s'appellent une banque. Oui, par exemple. Allez, vous continuez de nous poser des questions. Vous connaissez le numéro de téléphone, mais je le rappelle quand même. 0826 300 300. À tout de suite avec André Berkoff et Jean-François Kahn.
André Berkoff dans tous ses états, Jean-François Kahn aussi est de très bonne humeur. Et vous tous qui nous appelez 0826 300 300. Tout de suite, Pascal qui nous appelle de Mulhouse. Bonjour Pascal. Bonjour Clémence, bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour Pascal. Voilà, je voulais vous parler du pass sanitaire, donc juste pour dire qu'il fallait pas s'étonner de ces députés, qu'ils allaient voter pour le plan des mondialistes et nous imposer ce fameux pass sanitaire. Parce que la démocratie, pour moi, elle est morte, Monsieur Berkoff. Je sais que vous êtes pour le vote, vous voulez que les gens votent, mais rappelez-vous, en 2005, les Français ont déjà voté contre l'Europe, et à juste titre. Et le collabo Sarkozy, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imposé cette Europe-là qui est en train de nous tuer tout doucement, économiquement, socialement et démocratiquement. Et le pire de tout ça, c'est qu'à nous, Français, Européens, on nous impose un pass sanitaire. Est-ce que vous êtes au courant que lundi, en Italie, 2000 migrants ont débarqué, bien sûr, sans pass sanitaire, eux? Parce qu'aujourd'hui, en Europe, il y a deux citoyens, il y a deux peuples. Il y a les peuples européens à qui on impose une dictature, et il y a les autres qui sont invités à venir chez nous sans aucun pass sanitaire, sans aucun contrôle, sans aucune règle pour eux. Et ça prouve bien qu'aujourd'hui, on veut vraiment détruire la France, détruire l'Europe, et qu'on est vraiment en guerre contre ces mondialistes, parce que ces mondialistes veulent vraiment détruire toutes nos libertés, nous empoisonner la vie. Et ils vont jusqu'à vouloir maintenant vacciner nos enfants, Monsieur Berkoff. Ils parlent de vacciner nos enfants à partir de 10-12 ans. Oui, c'est vrai qu'on en parle, oui. Oui, de plus en plus. Et on en parle aussi aux États-Unis d'ailleurs, un peu partout. Et c'est pour ça que j'invite vraiment les Français à se réveiller là, parce que là on touche à nos enfants, à ce qu'il y a de plus sacré. Et pour moi, ça c'est inacceptable que ces gens-là qui nous gouvernent se permettent de menacer nos enfants, de les menacer, de les vacciner. Il est hors de question, en tout cas moi en tant que papa, il est hors de question qu'on touche à mes enfants, Monsieur Berkoff. Parce que c'est plus possible ce qui se passe. Et justement, j'appelle aussi l'armée. L'armée, il est peut-être temps de bouger. Écrire des lettres, je suis d'accord, je vous soutiens à 100%. Mais à mon œil, il faut bouger parce que c'est plus possible. Macron est en guerre contre le peuple français. Moi, je le dis ouvertement, Macron est en guerre contre le peuple français. Il est en guerre contre toutes nos libertés. Il est en guerre contre la vraie démocratie, la démocratie du peuple. Et ça peut plus durer, Monsieur Berkoff. Alors justement, Pascal, c'est vrai, là je m'adresse, Jean-François Kahn, on entend beaucoup d'auditeurs, je ne sais pas tous, mais beaucoup qui parlent comme Pascal, avec effectivement peut-être beaucoup de force ou d'excès, etc. Mais les gens ont l'impression, et là aussi d'un deux poids deux mesures, et surtout ils perdent leur repère, on a l'impression qu'on leur fait perdre leur repère et de ne plus savoir où ils habitent. Parce que on revient au patriotisme et à l'identité, même si c'est pas votre... Mais ce malaise-là par rapport à l'Europe, tout ça, vous suivez l'actualité, vous suivez les choses, vous le sentez et vous voyez comme la chose est différente. Et je voulais ajouter une question. Parce que votre livre, il y a quelque chose, et c'est pas pour vous répondiez pas à ça, mais votre livre... Il y a quand même, quand on voit tout ça, il y a quand même une euphorie, avec évidemment tous les drames, les guerres que vous avez traversées, etc. Mais je dis, pour la France, on est encore en période, je dirais quand même, d'euphorie et de bien-être, malgré toutes les polémiques, les tentatives de coup d'État, etc. Aujourd'hui, il y a des fractures quand même très profondes. Comment vous le ressentez? Non, mais ça, c'est absolument évident. On sent ce que dit monsieur, je ne partage pas l'excès. Je ne pense pas, il faut faire attention au mot dictature. Si on est en dictature, alors qu'est-ce qu'on va dire de la Birmanie? Qu'est-ce qu'on va dire de... je ne partage pas ça. Mais il y a un mal-être, il y a un problème. Plus qu'un mal-être. Il y a, comme vous dites, il y a une fracture, il y a des déchirements. Moi, je n'exclus... Ça fait d'ailleurs des mois, j'étais un des rares qui n'exclut pas que Marine Le Pen soit élue à la présidence de la République. Je le dis très, très ouvertement. Alors, je ne partage pas certains excès des propos de monsieur, mais en revanche, et d'ailleurs, ça me fait une drôle d'impression, vous savez, parce qu'en 2005, quand il y a eu le référendum sur le européen, et qu'en effet, les Français avaient voté non, à 55%. À 55%. Et qu'on a quand même, sans les consulter, qu'on a accepté ce qu'ils avaient rejeté. Sans les consulter, on a accepté. Ce qui a fait un mal terrible. Partout, on entend, alors à quoi ça sert de voter, etc. Mais, excusez-moi, moi j'ai fait campagne contre ça, dans un journal qui s'appelle Marianne toujours d'ailleurs. J'ai fait campagne contre ça, on n'était pas des masses. J'étais très isolé.
très isolé. Vous avez campagne pour le non à l'Europe, à ce moment-là, à la Constitution européenne. J'ai pas été pour le non. Ouais. Mais en revanche, à partir du moment où les gens avaient voté non, c'était un vote massif qu'il fallait respecter. Accepté, voilà, et ne pas respecter, c'est un déni de démocratie terrible. Je l'ai dit, je n'ai cessé de les dire, j'ai milité là-dessus. Mais on était en erreur, j'arrivais pas. Parce que beaucoup de la même façon, puisque vous m'interrogez là-dessus, que quand on est intervenu en Libye, où j'ai voulu dire que c'était une folie, ça allait avoir des conséquences catastrophiques pour l'immigration, pour le terrorisme, pour l'islamisme. Tout le monde était pour à la télé, à la radio, tout le monde, il n'y avait que des trucs pour. Je vous signale que c'est Sarkozy qui l'a fait, que la gauche était pour, donc il y avait la droite et la gauche. J'ai téléphoné, ce qui est rare, moi on me téléphonait pour me dire, vous voulez pas commenter le prix des tomates, vous voulez pas commenter le gel en hiver? Je dis, non, je veux pas, mais là... Je veux entendre vous expliquer pourquoi faut pas le faire. Pourquoi ce serait une folie. Ah non, ça on peut pas. Je n'ai pas pu. Ah bon? Je n'ai pas pu. Quand vous disiez je veux parler de la Libye, on vous disait non, absolument pas. Ouais. Je n'ai pas pu. Et quand j'ai voulu intervenir sur la Syrie pour dire vous êtes bien gentil avec les rebelles modérés, mais il n'y a plus de rebelles modérés. J'ai pas pu. Donc voilà, quand j'entends ça, quelquefois, je me dis, mais excusez-moi, moi j'ai dit ces choses-là et on était très isolés. De ce point de vue, quand même, l'état des médias, c'est vrai qu'il y a beaucoup de journalistes qui font leur métier, et heureusement, mais en même temps, il y a quand même une doxa médiatique quand même assez pesante, même encore maintenant. C'est compliqué, parce que d'un côté, incontestablement, il y a une liberté... une indépendance qu'il n'y avait pas. J'ai vécu des choses, je le raconte dans le livre d'ailleurs, des trucs incroyables sur le plan de la censure, de ce qu'on ne pouvait pas dire. Donc aujourd'hui, non, il y a une liberté. Oui, mais il y a une tendance du journalistique, parce qu'ils sont dans la même ville, parce qu'ils viennent du même milieu, parce qu'ils ont eu la même évolution, parce que sociologiquement ils sont un peu de la même teneur. Il y a une certaine tendance à penser tous pareil. Voilà, ça c'est vrai. Ouais, l'entre-soi. Clémence. Allez, on donne la parole à Vincent qui nous appelle de Poitiers. Bonjour Vincent. Oui, bonjour Vincent. Oui, bonjour. Alors, je voulais intervenir. Donc, j'ai retenu les... Attendez, j'ai un écho, j'entends pas bien. Ah bon? Oui, est-ce que vous avez enlevé votre haut-parleur, le haut-parleur, parce que sinon... Oui, j'ai enlevé le haut-parleur. D'accord. On vous écoute bien, en tout cas on vous entend bien. Oui, je voulais réagir déjà par rapport à Monsieur Kahn, que j'apprécie, que je suis depuis quand même pas mal d'années, j'ai 59 ans. Mais... Et la remarque qu'il avait faite par rapport aux intellectuels, où il considérait qu'ils étaient... par rapport aux journalistes peut-être un petit peu timides, mais en fait je lui ferai un petit peu la même remarque, c'est-à-dire je pense que par rapport au passeport actuellement sanitaire, je le trouve assez aussi timide. En tant qu'intellectuel, en fait, moi je suis très déçu comme lui, mais je l'incorpore aussi dans les intellectuels, je suis très déçu que la plupart sont en fait très très timides, à part des gens comme André Comte-Sponville ou d'autres qui voient effectivement le danger par rapport à ça, mais je suis très étonné aussi que des personnes comme Monsieur Kahn, que j'apprécie, je vous dis aussi, mais soit pas plus virulent que ça. Plus offensif, vous voulez dire, c'est ça, par rapport à ça. Pas plus offensif, exactement. Et je pense que par rapport aussi à ce passeport, je pense que des gens comme moi, qui effectivement souhaitent absolument garder cette liberté, parce que pour moi c'est une porte ouverte derrière des choses qui vont être, je pense, absolument incroyables, je pense qu'il faut prendre les devants et carrément non pas subir ce passeport, mais boycotter. Boycotter en fait autant les intellectuels que boycotter tous les organismes, les établissements qui effectivement font ce pas. Moi je vais maintenant boycotter. Vous dites, attendez, juste un mot, vous dites par exemple, parce que certains vous l'ont dit, qui sont contre ce passeport, vous dire les restaurants qui exigeront, mettons, le Q-code ou le passeport, eh bien on n'y va pas, on les boycotte, les restaurants, ou les théâtres, ou les cinémas, etc. Oui. Absolument, non seulement on n'y va pas parce que des gens comme moi qui ne souhaitent pas effectivement avoir ce passeport, de fait on ne pourra pas y aller, mais d'une façon plus volontaire, on va les boycotter. D'accord. Voilà. Jean-François. Alors, je voudrais dire, monsieur, merci de ces compliments. Au moins, reconnaissez une chose. Comme j'ai bien compris que vous, la personne avant, et dans l'ensemble, les auditeurs sont extrêmement contre,
ça aurait été facile pour moi de dire que je suis absolument contre pour aller dans le sens du vent. Alors reconnaissez au moins que je n'ai pas été démagogue, puisque j'ai des doutes là-dessus, je me pose des questions là-dessus, et je ne cache pas devant vous que j'ai des doutes et que ma position est plus hésitante. Au moins, c'est le refus de la démagogie. En tout cas, oui. Allez-y, monsieur. Allez-y. Oui, non, j'entends tout à fait, je vous l'accorde. Mais quand même, l'OMS elle-même est contre ce passeport. Plusieurs pays aux États-Unis sont contre. Les États-Unis l'ont interdit. Hein. Les États-Unis, pour le moment, sont contre le passeport et l'interdisent. Absolument. Ouais. Moi, en ce qui me concerne, je suis contre. Alors, tout va bien. Mais c'est pas parce que je suis contre en ce qui me concerne que Mais non, mais ce que je ne comprends pas, c'est que vous ne soyez pas plus virulent de voir le danger qu'on commence à avoir avec cet engrenage-là. C'est ça que je ne comprends pas par rapport à votre position. Bon, vous êtes contre, mais pourquoi vous êtes contre? C'est ça que j'aimerais entendre. Non, mais j'ai dit que j'étais contre en ce qui me concerne. J'ai dit que d'une façon générale, je n'ai pas assez de certitude sur la nécessité de ce passeport. Comme quand j'étais jeune, je vous signale, il y avait un vaccin, il fallait avoir un carnet de vaccins obligatoire. Quand j'étais tout petit, il fallait avoir des vaccins obligatoires. C'est un peu compliqué. Et donc, plutôt que de faire de la démagogie, entre guillemets, je préfère avouer mon interrogation sur le moment. Parce que vous savez, il y a aussi une chose, et de ce point de vue, moi qui suis très réservé, c'est le moins que l'on puisse dire sur ce passeport sanitaire, c'est clair, et je ne crois pas, on peut parfaitement, d'ailleurs je dirais, quelqu'un qui est même vacciné peut être violemment contre ce passeport sanitaire, parce que toute tentative d'apartheid me paraît toujours assez lamentable. Mais la chose, et Jean-François, je voudrais qu'on revienne à ça. Au fond, quand on lit votre livre et qu'il y a toutes ces anecdotes, on pourrait passer 3 heures à ce que vous racontiez un certain nombre de choses, mais je renvoie à votre livre, vraiment, lisez-le, auditeur de Sud Radio, parce que il y a des choses très intéressantes. Mais quand vous dites à la fin, je lis ça, vous dites, je me suis retrouvé au cœur de la plupart des événements qui ont façonné le monde d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a une histoire, quoi, et votre histoire, évidemment, en tant que journaliste, est liée. Je dirais, c'est le miroir qui réfléchit un peu, hein, c'est le thermomètre. Mais pourquoi vous dites, comment est-il possible que j'ai vécu tout ça? Pourquoi vous êtes sidéré, en fait? Pourquoi êtes-vous sidéré? Parce qu'il a fallu que je fasse ces mémoires, que je repasse le film pour me dire, mais j'étais partout, pardon. C'est-à-dire, je suis partout. Je suis partout. Vraiment, on peut considérer que ce livre est mal écrit, on peut considérer qu'il est mal construit, on peut considérer qu'il est mal pensé. En revanche, je suis sans doute la dernière personne vivante qui peut écrire ça pour avoir vécu ça. Et c'est vrai qu'il a fallu que je repasse le film pour dire, mais il n'y a pas un événement en France ou à l'étranger constitutif de notre monde d'aujourd'hui que je n'ai pas vécu de l'intérieur. Voilà, c'est ça qui me sidère quand j'y repense. C'est les rêveries d'un promeneur non pas solitaire, mais les yeux grands ouverts. Voilà, Jean-François Kahn qui était partout dans ses mémoires d'outre-vie aux éditions de l'Observatoire, et vous pouvez réécouter cette émission en podcast et sur YouTube. Et puis bien sûr tout de suite Brigitte Lahaie, la bienveillance, l'empathie, la gratitude. Qu'est-ce que ça veut dire dans le couple? À tout de suite.